Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là. Je suis Natalia, chargée des comptes enseignement supérieur au sein de LinkedIn et je partage la scène avec Thomas, qui est responsable et fondateur de Digital Learning Center de l'IPAC Business School. L'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on explique comment on a pu travailler sur le déploiement de la solution LinkedIn Learning et on vous donnera un peu plus de détails sur ces process et les travaux qu'on fait avec l'IPAG. Bienvenue Thomas. Oui, merci. Donc Thomas Hervé Kasmi, je représente l'IPAC Business School. Donc l'IPAC Business School, c'est à peu près 3500 étudiants. On gère à peu près 900 intervenants. Et donc nous avons un programme grande école, puisqu'on a une école classée. Et voilà, donc on va s'échanger le micro parce qu'il y en a un, donc voilà. En tout cas, pour la première question, Thomas, quels sont les succès ou les secrets derrière les succès du déploiement de la solution LinkedIn Learning au sein de l'IPAG? Si vous pouvez les dire en 3 mots, par exemple. Alors, l'anticipation, on était les premiers. L'organisation, c'est le process que je vais vous décrire. Et ensuite, le désir, comment on rend désirable cette plateforme. Donc, si on pouvait lister les défis que vous avez rencontrés et les pourquoi de mettre en place la solution LinkedIn Learning, vous direz? Alors moi, ce que je dis d'une manière générale, c'est que le digital learning, c'est pas un gadget. Le digital learning, c'est pas un outil technique qu'on met dans une petite case dans votre organisation, que vous soyez une entreprise ou une école. En fait, le digital learning, c'est un levier stratégique pour votre organisation. Donc, moi, je fais partie du comité de direction et dès le départ, l'idée, c'était quand même de positionner ce projet à l'échelle de l'organisation par rapport aux objectifs de mon organisation. Mon organisation, c'est une école de commerce, donc notre objectif, c'est d'aider nos étudiants à mieux s'intégrer sur le marché du travail, sachant que vous savez tous que l'intégration, contrairement à quelques années en arrière, c'est pas à la fin quand j'ai le diplôme, c'est pendant ma scolarité pour trouver une alternance, pour trouver un stage, pour trouver différentes missions. Vous savez que maintenant la vie associative s'est beaucoup développée. Donc c'est vrai qu'il y a tous ces sujets-là qui sont à traiter, qui sont vraiment au cœur des préoccupations de l'école. Donc moi, dès le départ, l'objectif, c'est comment je vais aider l'école à devenir la première école, puisqu'on était les premiers, à mettre à disposition cette plateforme à tous nos étudiants et tous nos enseignants. Donc c'est une offre universelle et on était les premiers à le faire. Merci Thomas. Et tactiquement parlant, on fait une petite pause. Ouais. Okay. Là c'est bon? Très bien. Là vous m'entendez? Moi je vous entends pas. Je m'entends pas. Moi non plus. Bon. Là c'est bon? Ah oui, là c'est parfait. C'est parfait. En tout cas, si on pouvait définir tactiquement ce que vous avez fait, un process simple, qu'est-ce que vous direz? Quels ont été les process? Donc le point important à ce stade, c'est vraiment la communication. Donc pour moi, il y a 3 communications qui doivent s'enchaîner. Une communication au niveau du comité de direction. C'est ça qui va positionner finalement cette plateforme à l'échelle de l'organisation. Donc l'idée, c'est que ça soit un sujet stratégique. Stratégique, c'est aligné avec les objectifs de votre organisation. Et pas simplement, ce qui était le cas de nos confrères et consoeurs dans d'autres écoles, un gadget autour d'un programme ou de quelques cours. Là, l'idée, c'est vraiment pour tout le monde, et j'insiste sur pour tout le monde. Ça, c'est la communication au niveau du comité de direction. Grosso modo, ça a commencé au mois d'octobre 2020, à la suite de quoi on a enchaîné sur un POC. Le POC, ça va permettre en fait d'être un premier jalon vis-à-vis du comité de direction pour prouver A par B que ça fonctionne. Donc ça a été le cas, ça a très bien fonctionné. Notre premier partenaire étant la direction de la relation entreprise, puisqu'effectivement, comme je vous ai dit, l'objectif stratégique, c'est d'aider nos étudiants à mieux s'intégrer sur le marché du travail, indépendamment bien sûr de la formation académique qu'ils ont reçue et indépendamment de l'accompagnement du Career Center qui les aide à professionnaliser leur approche de vous dans la salle, à savoir des recruteurs éventuels.
première phase, donc, la communication au niveau du comité de direction. Une fois qu'on a le feu vert, il y a la deuxième phase qui s'enclenche, c'est la communication pour vos sponsors internes. Moi, dans mon cas particulier, mes sponsors, ce sont les enseignants. Donc les enseignants, on va commencer à les mobiliser dès le mois d'avril. J'ai eu le feu vert au mois de mars. Dès le mois d'avril, on communique vis-à-vis d'eux. Donc deux communications. Une communication institutionnelle pour montrer que c'est dans le cœur de l'organisation et c'est institutionnel. C'est porté par l'ensemble de la direction. Et une communication plus opérationnelle sur c'est facile d'y accéder, c'est facile de l'utiliser, à quoi ça me sert, en quoi c'est utile dans le cadre de mes cours. Donc une communication plus opérationnelle. Donc cette phase, vous savez tous que voilà, dans un établissement de l'enseignement supérieur, les vacances c'est assez sacré, donc le sujet c'était de bien commencer avant la période des vacances et de faire que les gens soient sensibilisés pour arriver à la rentrée. Donc ensuite, à la rentrée, on enchaîne la troisième phase, qui est la communication vis-à-vis de nos étudiants. Cette communication vis-à-vis de nos étudiants, justement, elle a deux objectifs. Et il y en a une qui est institutionnelle, faire la promotion du fait que l'école, globalement, on a une offre universelle, et j'insiste sur le côté universel, c'est pour tout le monde. Que vous fassiez 3 jours chez nous, que vous fassiez 1 an, que vous fassiez 5 ans, vous allez en être équipé pendant 1 an. Chaque année que vous allez passer chez nous, vous allez être équipé. Pour nos enseignants, ça c'est unique sur le marché. On est la seule école à équiper également tous nos enseignants, qu'ils soient vacataires ou permanents. J'estime d'une manière générale qu'un étudiant qui passe dans les rangs de l'IPAG, il n'y a pas de raison que son enseignant ait moins d'équipement parce qu'il, de par son statut, il serait vacataire. Pour moi, il est enseignant chez nous, il a le droit, comme tout le monde, à avoir son package. Il a le package pendant 1 an, et bien tant mieux s'il l'utilise ailleurs, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. Donc là, je vous ai donné les 3 phases. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bien sûr, il y a des chevauchements. Je dois des comptes, c'est bien d'être au comité de direction, mais je dois des comptes. Donc effectivement, la communication, elle est un peu différente. C'est une communication de suivi au niveau du comité de direction. Ensuite, par rapport à la communication enseignante, bien sûr que dès la rentrée, il y a la communication vis-à-vis des étudiants, mais il y a également la communication vis-à-vis des enseignants qui se renforce. Voilà. Il y a une quatrième roue à la fusée, c'est que plus les années passent, plus on va aller chercher d'autres parties prenantes. Donc on va aller chercher les alumni, on va aller chercher les personnes qui gravitent autour de différentes fonctions support. Et l'idée étant que l'ensemble de l'organisation soit véritablement impliqué dans le projet. Merci Thomas. Concernant l'accompagnement de LinkedIn dans les process, je sais qu'on a intervenu à plusieurs reprises, puisque finalement, ça va faire un peu plus de 6 ans qu'on a cette collaboration, de laquelle on est assez ravis. Auriez-vous des highlights de notre collaboration, des moments où LinkedIn a été un partenaire stratégique pour le déploiement de la solution LinkedIn Learning? Oui, alors déjà, comme tous dans la salle, en tout cas pour ceux qui ont en charge des achats comme moi, la première chose, c'est que j'étais le premier établissement à négocier une licence établissement. Jusqu'alors, c'était un peu vu comme le caviar de la formation. Donc, c'est vrai que le temps de faire passer mes massages chez moi comme chez LinkedIn, voilà, mais c'était le premier niveau d'échange. Et là, c'est vrai que LinkedIn était au rendez-vous. LinkedIn a compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour le marché même de pouvoir développer ce genre d'offre universelle. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'était avec Samir, puis ensuite avec vous, Natalia. Le deuxième point de contact, c'était Alizé. Alizé, qui est notre Customer Success Manager et qui effectivement a toujours été à nos côtés. Donc ça, c'est un point important qu'il faut que vous ayez en tête. C'est le seul éditeur que nous avons qui nous donne un benchmark, alors anonyme, mais c'est un benchmark par rapport à vos concurrents. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que du coup, c'est bien d'avoir un chiffre, mais c'est bien d'avoir un chiffre par rapport à vos concurrents. Donc c'est vrai que nous, en termes de KPI, on en parlera peut-être plus tard, mais ce qui est important, c'est que vous avez ce feedback tous les mois avec votre Customer Success Manager. Le dernier point, c'est effectivement le fait que l'équipe globalement, que ce soit l'équipe commerciale ou l'équipe Customer Success Management, est toujours à l'écoute de nos demandes. Et c'est vrai que même si c'est un éditeur américain, pour travailler avec d'autres éditeurs américains, je trouve que LinkedIn a vraiment des capteurs pour
collecter ça et essayer de le transformer en quelque chose. Donc là, par exemple, la très bonne nouvelle de cette rentrée, c'est le fait qu'on ait un module d'intelligence artificielle intégré, alors pour le moment en langue anglaise, mais en tout cas, c'est déjà un premier jalon, intégré dans l'interface utilisateur de LinkedIn Learning. Merci Thomas. Et si on parlait des résultats, que ce soit celles qu'on peut quantifier par rapport à vos KPI ou bien celles qui sont qualitatives si l'on veut? Alors, pour ce qui concerne les KPI, je vais reprendre simplement le dernier. Justement, je vous ai dit, il y a des points mensuels, donc moi je vais reprendre simplement les statistiques qui sont là. Donc, déjà en termes de KPI en lui-même, vous allez pouvoir suivre le taux d'activation, le pourcentage de personnes qui sont connectées, le pourcentage de repeat learners. Ça, c'est une statistique qui a assez rarement et que je trouve intéressante parce que sans que vous ayez besoin de faire un travail complémentaire, vous avez cette information chaque mois. Le nombre de vidéos par utilisateur et la durée par utilisateur de consultation de la plateforme. Nous, en termes de KPI, on est globalement à x2 par rapport à nos pairs. Donc ça, c'est l'effet, je dirais, qualitatif de notre manière de mobiliser l'ensemble de nos parties prenantes. Après, c'est vrai qu'en termes de repeat learners, on est à égalité avec nos confrères et consoeurs. Le fait est que, vu que nous, on s'adresse à l'ensemble de l'organisation, c'est vrai que, du coup, on a gagné en volume. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on est à peu près sur 4000 licences. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, on a 3500 étudiants, donc faites votre petit calcul. Globalement, on est sur des statistiques c'est pas très encourageant. C'est que, pour moi, le fait que ça prouve qu'une stratégie qui est étayée dans le temps, on a mis une année à la mettre en place, mais le démarrage s'est bien déroulé parce qu'on a mis une année à le mettre en place. Si vous mettez moins de temps, personnellement, je pense qu'au mieux, vous serez dans le gadget. Au pire, voilà, peut-être vous ne renouvelerez pas l'expérience. C'est Thomas. Si vous pouvez donner un conseil à tout le monde qui se pose la question sur comment déployer une solution, que ce soit LinkedIn Learning ou une autre, parce que finalement, il y en a plusieurs, quel serait votre conseil, top conseil, si on veut? Moi, disons que ce conseil, il est au cœur de ma stratégie Digital Learning au sein de l'IPAC Business School. C'est moins de produits, plus d'utilisation, plus d'impact. Il faut arrêter d'embêter nos utilisateurs internes avec une myriade de produits parce qu'on s'est fait plaisir. Dès que je suis arrivé, j'ai rationalisé le nombre de produits, donc on a moins de produits. Ensuite, les produits, je les ai segmentés en deux catégories. Les produits que j'appelle universels, donc il y a LinkedIn Learning, il y a un autre produit pour l'apprentissage des langues, qui est pareil dans le téléphone, j'avais oublié ça, très important. Si ce n'est pas dans le téléphone, de toute façon, nos utilisateurs génération Z ne vont pas l'utiliser. Donc le fait est qu'il faut que ça soit dans le téléphone de fait. Donc positionnement en produit universel. Ensuite, on a effectivement des produits plus spécifiques liés à des filières. Je citais par exemple SAP, qui est spécifique à un cours en logistique. Par ailleurs, là j'ai parlé des produits qui sont en run, qui sont actuellement déployés pour de vrai à grande échelle. Ensuite, là, cette rentrée, nous avons lancé les cours dans le métavers. Donc effectivement, le métavers a vocation à devenir universel. Là, pour ce premier run, on ne l'a pas mis dans ce mode-là, on l'a mis dans un mode des cours massifs dans le métavers. Le deuxième point, c'est l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, comme je vous ai dit, qui est déjà présent dans le produit LinkedIn Learning, mais qui va être aussi présent sur d'autres facettes de notre organisation. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup Natalia. Et on veut vous laisser un moment pour poser des questions, si vous en avez, à Thomas ou à moi par rapport à LinkedIn ou bien par rapport à l'IPAG. Je pense qu'on est bien sur le temps, donc n'hésitez surtout pas si vous en avez. Bon. Là-bas, il y a... Ah, pardon, je voyais. Bonjour. Bonjour. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir quel était un peu le retour des étudiants, enfin des utilisateurs. Qu'est-ce qui ressort un peu au global sur l'utilisation de la plateforme, des cours, qu'est-ce qui ressort au global un peu de tout ça? Alors justement, pour moi, il y a deux approches. Il y a l'approche psychologisante et l'approche data.
moi personnellement, je suis partisan de l'approche data. Le vote par les pieds, c'est le meilleur vote en fait. Donc le fait qu'on ait des statistiques qui soient 2 fois supérieures à celles de nos petits collègues prouve quelque chose, c'est que pour de vrai, ils l'utilisent. Le fait que quelqu'un me dise oui, j'aime bien, j'aime pas, personnellement, pourquoi pas, mais personnellement, comme vous tous dans la salle, j'ai pas le temps de faire de l'analyse qualitative. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui ressort, c'est qu'au niveau des entreprises qui accueillent nos étudiants, ils sont très satisfaits d'avoir des étudiants équipés. Ça, c'est une certitude. Je peux vous citer le cas, effectivement, d'une entreprise dans laquelle la directrice commerciale était très étonnée que notre étudiante ressorte du lot. Elle ressortait du lot tout simplement parce qu'elle avait LinkedIn dans la poche et par rapport au fait que, par rapport à des missions de stagiaire, elle a été en capacité de monter en compétences très, très rapidement. Et c'est vrai qu'elle a même pris contact, du coup, avec nous, cette directrice, pour effectivement savoir où était le secret. Donc tout à l'heure on parlait d'un secret, le secret c'est de l'avoir dans la poche et que tous nos étudiants soient équipés, en complément bien sûr de notre formation académique et de l'accompagnement qu'on peut avoir au niveau du Career Center. Merci Thomas. En tout cas, on a fini cette session. Si jamais vous avez des autres questions, notre stand il est jusque là-bas. Donc n'hésitez surtout pas à passer, on sera plus que ravis de répondre à vos questions et merci encore d'être là. Et on vous souhaite un beau salon. Oui, merci. Merci beaucoup.